Je vous présente aujourd'hui notre 506e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, les deux Corées ont trouvé un accord de dénucléarisation complète, pas plus tard que ce jour. Une avancée spectaculaire et surprenante, non? Oui, on parle souvent de l'Orient mystérieux, mais là on est dans l'extrême-Orient extrêmement mystérieux. Parce que la Corée du Nord et la Corée du Sud donnaient des images presque chronologiques de l'enfer et du paradis. Et semblaient totalement irréconciliables au point qu'on a craint pendant de nombreux mois et de nombreuses années qu'un conflit puisse démarrer à partir d'un conflit coréen intérieur. Bon. Alors si ça semble s'arranger, mon Dieu, prions le bon Dieu que ça gèle. Et voir sourire le président de Corée du Nord, c'est déjà un moment extraordinaire. Les démissions se succèdent dans le camp anti-Assad en Syrie depuis les bombardements de l'OTAN. Bachar s'en sortirait donc définitivement vainqueur, malgré toutefois l'acharnement dont il est l'objet. Quel est votre avis? Oui, je pense que militairement, Assad est en train de gagner la guerre et de reconquérir l'espace territorial de Syrie. Cela étant, compte tenu de la nature même de Daesh et d'Al-Qaïda, il y aura toujours une agitation. Et que les rebelles se découragent ou soient décommandés par leurs sponsors, ce n'est pas impossible non plus parce que c'est une affaire extrêmement complexe dans laquelle les relations internationales, dans le sens le plus nauséabond du terme, jouent un très grand rôle. Alors, Emmanuel Macron a été reçu par Donald Trump, une première visite officielle du président français. Est-ce une sorte d'adoubement selon vous? Écoutez, aux yeux de la télévision française, en tous les cas, ça avait l'air d'un festival presque théâtral, avec des vedettes qui se caressaient, s'embrassaient, s'étreignaient, se tapaient dans le dos, se tapaient sur le ventre. C'est extraordinaire. Je ne suis pas sûr que le contenu des discours ni des positions soit aussi proche que les apparences pouvaient le laisser croire. Mais après tout, prenons notre plaisir au moment où il se présente. Et en l'occurrence, je pense que l'image de la France a dû recevoir un petit coup de, comment dit-on en anglais, de boosting. Oui. Parce qu'il est devant la mode de parler anglais, notre président parlant plus souvent anglais que français. Oui, d'ailleurs, les Américains qualifient leur démonstration relationnelle récente et filmée, médiatisée, de bromance, alors qui signifie Brothers and Romance. Et vous, président, donc à ce propos-là, vous trouvez que c'est une bonne loi? Je n'ai pas trouvé de néologisme. Le seul mot que je connaissais qui est une consonance proche, c'était bromwich, mais le bromwich, c'est la pâte qu'on l'on prépare pour appâter les poissons. D'accord, merci. Alors, le président américain a évoqué vaguement l'idée de revoir l'accord sur le nucléaire iranien, le modifier. Une idée catégoriquement rejetée par Téhéran et Moscou hier par voie officielle. Que cherche à prouver le président américain? Écoutez, là, c'est un nœud gordien dont on ne souhaiterait pas qu'il soit tranché brutalement, parce que ceci pourrait déclencher un conflit de grande dimension. Il est certain que les négociations qui peuvent intervenir entre ces grands pays devraient aboutir à un désarmement nucléaire, mais nous n'en sommes pas sur la voie, puisqu'il y a de plus en plus de nations nucléarisées, que on perfectionne l'usage des armes nucléaires, et qu'à côté d'elles, il y a bien sûr, on en a parlé souvent, c'était même le prétexte pour attaquer Saddam Hussein, et le prétexte pour attaquer Assad, les armes biologiques ou chimiques, les armes chimiques utilisées contre Bachar el-Assad étant au bord du grotesque, mais étant quand même
largement répandues par la presse comme des choses sérieuses, comme si Bachar el-Assad, quelques jours avant sa victoire à Douma, allait se donner l'occasion d'être tensé par l'opinion internationale pour l'usage d'un gaz qui aurait tué quelques dizaines de personnes, alors que la guerre civile en a tué plusieurs centaines de milliers, mais qui ne sont pas toutes du fait de M. Bachar el-Assad. C'est une guerre civile, c'est-à-dire qu'on tue de tous les côtés. Et il n'y a pas que des responsabilités de ce que notre presse appelle le régime. Mais alors, le mouvement Génération Identitaire a marqué le coup en fin de semaine passée, créé l'événement d'ailleurs, en formant une chaîne humaine symbolique quant à l'invasion migratoire dans un lieu de passage de migrants réputé au sein même des Hautes-Alpes. Vous les avez félicités à cet effet? Oui, parce que j'ai trouvé que cette initiative spectaculaire était bien dans l'esprit du temps. C'est d'ailleurs une technique utilisée par Génération Identitaire. Il y a plusieurs reprises, ils ont fait des occupations de mosquées, des choses comme ça, qui attirent l'attention de l'opinion publique, et il n'était pas négligeable de le faire au moment où, plus que jamais, les frontières françaises sont ouvertes à tous les entrants, quels qu'ils soient. Jean-Louis Borloo remettait hier au Premier ministre Édouard Philippe son rapport sur la banlieue. De quoi est-il question exactement, Président? Écoutez, d'abord, M. Borloo ressemble à un personnage de bande dessinée. Et le contraste de taille entre lui et le Premier ministre Édouard Philippe montrait bien la différence qu'il y a entre les projets et leur réalisation. Alors, M. Borloo a sorti un 14e, je crois, plan de réduction du problème des banlieues, mais les banlieues, on le sait, servent de réservoir d'entrée. Les gens, en effet, ne restent pas dans les banlieues, les étrangers s'en vont et sont remplacés par de nouveaux étrangers qui, eux, les remplacent et posent évidemment les mêmes problèmes qui sont tant qu'on n'aura pas carrément arrêté l'immigration massive dans notre pays, eh bien, se reposeront de façon systématique. Le sketch de Notre-Dame-des-Landes continue et perdure. Le gouvernement s'enlise. 28 zadistes posent leurs conditions. Que pensez-vous de la tournure qu'a pris cette affaire, Président ? Écoutez, il s'agit là aussi d'un serpent de mer qui n'a pas rappelé, d'ailleurs ça m'a étonné, dans la presse, le précédent du Larzac, où le même genre de comédie avait été joué pendant des mois et des mois en opposant des zadistes larzaciens, alors que là il s'agit de zadistes nostradamistes. Je pense que tout ça finira en eau de boudin, mais l'État français n'en sort pas grandi, puisqu'il a, de toute évidence, la terreur de manier son arme suprême, qui est celle de la violence légitime contre les délinquants, ou les criminels, ou les rebelles. Bon. Après tout, attendons, wait and see. Oui, mais enfin, la facture sécuritaire s'élève déjà à plus de 5 millions d'euros. Comme ce sont les Français qui payent, ils vont payer ça, ils vont payer la dette de la SNCF. Nous avons 2000 milliards de dettes, alors, comme l'a dit, je pense, je ne sais pas quel ministre, 25 de plus, 30 de plus, ça ne change pas grand-chose. On aura 2025 milliards, puis 2050 milliards, puis 2100 milliards. En revanche, la dette coûte, et elle coûte aux contribuables français. Alors, ça ne passionne pas les foules qui nous dirigent. Avez-vous quelques lectures, cher Président? Eh oui, assez d'ailleurs paradoxal, il faut le dire, puisque l'un est un roman policier français qui, malheureusement, comme tous les romans policiers modernes maintenant, à 600 pages, au lieu d'en avoir 250,
pour raconter une histoire criminelle ou policière. Moi, c'est pas tout à fait ma dimension. Il est excellent. Il est excellent à ceci près qu'il se termine en queue de poisson. Alors on est un petit peu déçu à la fin, mais pendant tout le temps, il est bien rédigé, il est agréable à lire. Ça s'appelle Une putain d'histoire, et c'est chez Pocket. C'est l'auteur est Bernard Minier, qui promet. Il a déjà d'ailleurs été récompensé par un certain nombre de prix. Et puis, là, un document passionnant de Laurent Guilleneau, qui s'appelle JFK. C'est évidemment les initiales de Kennedy. Et ça s'appelle 50 ans de manipulation. Et à sa lecture, en effet, on éprouve un sentiment de gêne par rapport à la lecture habituelle que l'on fait des événements historiques, car on s'aperçoit que les ficelles qui animent les événements ne sont pas tirées par ceux qui en ont en principe la responsabilité. Et que les services secrets en particulier jouent des rôles de provocation qui sont quelquefois, et qui sont souvent de nature criminelle. Et dans un cas très précis, il y a 2 cas qui sont évoqués là, celui de la mort de Kennedy, et qui semble substituer à la responsabilité d'Oswald celle d'un véritable complot destiné à éliminer le président des États-Unis, avec tout ce qui l'entoure par la suite, le trucage des commissions, des passages devant le Congrès, enfin bref. Et puis l'affaire du 11 septembre, qui moi m'a toujours laissé un doute profond sur les origines et les réalisations. La plus spectaculaire étant, on s'en souvient, que 2 des tours sont frappées par des aéronefs, enfin pense-t-on, encore que maintenant avec les techniques de simulation, on peut faire passer à peu près n'importe quelle image fausse pour vraie, ça s'appelle des opérations de fausses bannières. Et le fait que la tour numéro 7, qui est une 3e tour, qui elle n'a pas été touchée par l'avion, s'est écroulée aussi, au même moment. C'est assez étonnant. De la même manière aussi, on souligne, parce qu'aux États-Unis, on déclassifie, selon les dates, à des dates régulières, on déclassifie les documents. C'est-à-dire qu'on a accès à des documents officiels, alors ce qui n'est pas le cas dans notre pays. C'est le cas, par exemple, de l'attaque du ministère de la Guerre, enfin du Pentagone, frappé par un avion qui n'a pas de roue, qui n'a pas d'aile, qui n'a pas de queue, qui n'a pas de fauteuil, qui n'a pas de réacteur. Alors on se demande quel genre d'avion fantôme c'est, et ça accrédite l'idée que toutes ces opérations sont bien suspectes et gênantes pour ceux qui croient que la démocratie est un exercice transparent et clair. Mais alors, Président, vos mémoires, le tome 1 de vos mémoires ont été un véritable succès, le sont toujours, il paraît toujours. Il paraît que ça marche bien. Eh oui, et alors qu'en est-il du tome 2 ? Où en êtes-vous ? Doucement les basses. Laissons d'abord vendre le tome 1, et puis j'ai un parcours de signature, de dédicaces à accomplir, que j'en ai été retardé à cause du petit accident de santé que j'ai eu et qui est maintenant résolu, mais on a pris un peu de retard quand même. Il faut d'abord traiter le premier, il faut que le premier se vende et se lise surtout, parce que les livres, c'est fait pour être lu. Et le second, il est en chantier. Il demande un travail méthodologique extrêmement précis, parce que je rappelle qu'il se déroule sur 45 ans, 48 ans même on peut dire, et que les détails
de cette opération se raccroche à 61 consultations électorales différentes, 13 congrès, je ne sais pas, autant de journées officielles, sans parler des incidents qui se sont produits pendant ces années-là, et le jugement que je peux et que je dois porter à un certain moment précis sur les événements extérieurs, et Dieu sait s'il y en a à ce moment-là. Oui. Alors c'est un énorme travail qui est en cours. Bon, mais n'allons pas plus vite que la musique et jouissons un petit peu du succès du premier. Et du premier, et puis un petit rappel quant au 1er mai, la fête de Jeanne d'Arc. Alors le 1er mai, nous n'avons pas les moyens d'organiser le grand défilé que le Front National avait institué pendant plusieurs décennies et qui était véritablement un phénomène exceptionnel qui a été malheureusement supprimé par Marine Le Pen et son état-major. Mais néanmoins, je, personnellement, comme tous les ans, j'irai rendre l'hommage qui est dû à la sainte patronne, à Jeanne d'Arc, le personnage absolument extraordinaire de l'histoire du monde. Et je serai place des Pyramides à 11h30 le 1er mai pour déposer la gerbe traditionnelle au nom de tous les amis qui, j'espère, m'accompagneront dans cette occasion. Alors ça, comptez sur nous. Et en tout cas, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.